Il y a une saga de films d'horreur dont on m'a beaucoup parlé pendant tout un moment et après plus personne m'en a parlé. Je ne sais pas pourquoi. C'est la saga Fear Street. 3 films sortis sur Netflix en 2021 qui sont la constitution d'une trilogie de films qui racontent des histoires d'horreur dans la ville de c'est Shadylands, je crois. Je sais plus c'est quoi le nom de la ville. J'ai envie d'appeler ça Shady Sands, mais ça c'est dans Fallout. En tout cas, une petite ville où il se passe beaucoup de choses et où concrètement voilà, des gens meurent dans d'atroces souffrances et c'est trop triste. Et le nom de la ville c'est... Je regarde sur leur ville, non, il y a le nom quelque part, je vais le retrouver. Shadyside, voilà, c'est Shadyside le nom de la ville. Donc ici c'est la première partie, donc qui s'appelle Fear Street partie 1 1994. Donc film qui se passe en 1994. Et je l'ai vu et ma foi, eh ben, c'était en soi plutôt bien. C'était en soi plutôt bien. Alors, on va un petit peu, comme j'ai fait donc avec d'autres critiques, je vais reprendre la critique que j'ai faite sur Twitter. Donc n'hésitez pas voilà, à venir sur Twitter. Je fais les critiques textuelles que j'utilise par la suite pour les vidéos sur cette enfin, sur ce réseau-là. Mais donc, comme je l'ai dit sur Twitter, pour une fois, je trouve que ça gère assez bien son truc de malédiction. Déjà, super idée de la part de Netflix d'avoir intégré dès le début du film le fait que c'est pas un cas isolé et que chez Disney ça arrive tout le temps qu'il y ait des meurtres. Parce que du coup ça va permettre de faire 45 000 suites. Mais Fear Street, ça vient pas de nulle part. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est une adaptation de roman de R.L. Stein, un auteur très connu maintenant, qui est le créateur notamment des Chairs de poule. Voilà, Chairs de poule, hein, vous savez, c'est ces petits romans pour les pré-ados, genre 10 à 12 ans. Ben en fait, Fear Street, c'est la version adulte, enfin pas adulte, c'est plus la version ado. Genre t'as Chairs de poule, Fear Street, et un autre truc au-dessus, où là par contre c'est des romans qu'il a pas fait parce que lui il fait que des trucs plus ou moins grand public. Mais Fear Street, en gros, c'est quand t'as plus l'âge de regarder Chairs de poule parce que ah, t'as passé un peu l'âge parce que ça fait plus peur, bah tu lis Fear Street. Et c'est des romans qui se passent pour la plupart du temps dans les années 80, 90, 70. Et là, la saga prend le parti d'être une adaptation assez libre de l'histoire. Ça reprend le même concept et le même titre, ça veut dire que chaque film va se passer dans une ère différente. Mais contrairement au livre où chaque roman a des personnages différents, dans les suites, en fait, on va raconter un petit peu ça en matière de, en manière flashback, j'ai envie de dire. Alors ça arrive dans les romans que tu aies des personnages qui reviennent d'un roman à un autre, mais c'est plutôt rare. Là, dans le film, tu as un personnage qui va raconter à nos autres personnages le second film, je suppose, donc 1978, qui est un autre cas de la franchise Fear Street, en fait, c'est le deuxième film. Et le personnage principal du deuxième film est le fameux personnage qu'on voit à la fin du premier qui dit ouais voilà ça fait que commencer, etc. Donc c'est plutôt bien d'avoir récupéré ce concept parce que déjà ça va permettre à Netflix d'en faire plein des suites. Là ils ont fait une trilogie et il y a d'autres films Fear Street qui sont en train d'être faits. Il y a un quatrième film qui va commencer. Je sais pas si ce sera vraiment une partie 4 ou si ce sera juste un nouveau film dans le genre. Et là, pour le coup, ce film là est intéressant parce que c'est une espèce d'ode au film Scream. Je veux dire, je pense que la période années 90 n'a pas été choisie pour rien. Parce que l'antagoniste principal, par exemple, c'est lui. Enfin, l'antagoniste principal. Le monstre principal, le fantôme principal, c'est ce petit personnage. Qui a un masque, voilà, un masque blanc, une petite capuche noire, etc. L'histoire, bon, est pas des plus originales, hein, c'est une malédiction d'une vieille femme. Sauf que là, c'est pas du latin, c'est l'époque victorienne, les années 1600, etc. Donc, c'est déjà un peu plus original que Countdown où c'était une légende du Moyen-Âge. Là, on est plus sur l'époque de la Renaissance, 1600, etc. D'une femme qui a été prise pour une sorcière et du coup qui a été tuée et qui se venge sur Shadyside. Et ce personnage-là va justement servir d'antagoniste, entre guillemets, de monstre principal de ce film-là. Et à chaque fois, tu vas avoir un tueur principal, un tueur masqué. Dans les années 70, tu as le gros monsieur avec sa capuche. Mais d'ailleurs, le film 1978 a l'air lui plus d'être
un film qui se rapproche de ce qu'est un Vendredi 13, là où ce film-là, c'est vraiment plus proche d'un Scream, avec les personnages qui se cachent, etc. Enfin voilà. Mais ce que j'aime bien dans ce film, c'est que contrairement à des malédictions, comme je sais pas moi, comme la malédiction de Destination Finale, etc. Bien que Destination Finale, tu vas me dire, on n'a même pas d'explication de la malédiction, c'est il y a des gens qui meurent parce que la mort peut te faire foutre pour le reste. Là, ce film-là est un peu intéressant parce que la malédiction est différente, dans le sens où c'est pas une malédiction par exemple qui pèse sur un groupe, c'est une malédiction qui ne pèse que sur une personne, et pour une raison qui est connue. C'est pas une malédiction, oh, tu regardes une caméra VHS et paf. Là, la femme essaye de tuer Samantha parce que Samantha a profané sa tombe. C'est juste l'esprit, il se fait putain, j'étais tranquille en train de dormir, Colas, je vais te buter ta gueule. Et truc marrant, c'est que du coup, elle ne veut tuer que Samantha. Alors oui, il y a des morts dans le film, mais c'est des morts parce qu'ils sont sur son passage en fait. Genre les fantômes qui sont là, donc qui sont des fantômes d'anciens tueurs, ne sont là en réalité que parce que justement ils sont, ils ne tuent les gens que parce que ces gens-là ne sont sur le passage vers Samantha. En gros voilà, je sais pas si j'explique très bien, mais par exemple, tu vas avoir un personnage qui s'appelle Kate qui va être tuée dans le film. Mais elle est tuée, pourquoi? Parce que déjà elle porte le sang de Samantha sur elle. Ça c'est un truc aussi qui est intéressant, c'est que dans le film on nous explique que le sang attire les fantômes. Tout ce qui est sang, tout ce qui est parti en fait finalement du corps de la victime principale. Et la victime principale du coup c'est la seule personne qui les attire. D'ailleurs il y a un moment qui est lunaire où t'as les 3 monstres qui foncent sur le groupe. Mais ils ont construit une espèce de piège pour en gros enfermer Samantha dans une pièce pour que les 3 monstres, enfin les 3 fantômes lui courent dessus et qu'après ils puissent les cramer par derrière. Un petit peu en mode The Thing. Et vraiment tu as les 3 connards qui leur passent à côté, genre en mode je m'en fous complètement. Et c'est lunaire dans un film pareil d'avoir un antagoniste comme ça qui passe à côté de tous les autres persos parce qu'ils vraiment ils en ont que pour un seul personnage quoi. Et pour le coup, je trouvais que c'était intéressant. Autre chose aussi que je peux dire sur le film, et ça je l'ai expliqué aussi dans ma critique sur le... Comment dire, sur Twitter, c'est que je trouve que l'histoire va un peu vite, voilà. C'est un peu cousu de fil blanc, donc dans le sens où par exemple t'as le personnage de Josh, qui est le petit frère, alors il n'y a pas d'image de Josh, non c'est pas Josh, bon bref, t'as Josh, ah mais il est là, juste en dessous de Sadie Sink, donc le personnage, le petit frère du personnage principal, donc qui est Dina, qui en gros à un moment du film, vers la moitié, va dire ah ouais en fait c'est la sorcière qui veut se venger parce que t'as profané sa tombe, et je sais comment la battre, etc. Et le problème c'est que il résout littéralement tout le film en l'espace de 5 minutes. Le problème étant que le film est peut-être trop court pour le scénario qu'il veut raconter. Et je pense que ça aurait été peut-être un peu plus intéressant de prendre cette partie-là qui fait que 5 minutes dans le film, même pas, et de l'étirer un petit peu, dans le sens où les personnages auraient pu commencer à enquêter sur pourquoi, du comment, et quand ils ont trouvé le pourquoi, il faut trouver le comment les battre. Là, c'est vraiment, t'as Josh qui dit ouais, bah en fait, c'est comme ça, c'est pour ça, et il faut le battre comme ça. Tout va trop rapidement. C'est un peu dommage pour le coup. Mais après, franchement, c'est un petit peu un détail parce que bon, c'est pas non plus super dérangeant, c'est juste que le scénario, encore une fois, va un petit peu vite en besogne. D'ailleurs, autre truc aussi que j'ai à dire, c'est que, alors le film est censé se passer dans les années 90, c'est très peu exploité, je trouve. À part la musique creep de Radiohead, t'as pas vraiment l'impression que c'est les années 90, ça pourrait complètement être les années 2000. Le seul truc pour lequel on utilise le fait que c'est dans les années 90, c'est qu'il n'y a pas de téléphone portable. Donc les personnages, quand ils sont seuls dans la nuit, ils sont dans la merde. Voilà. Dans un film récent qui se passerait à notre ère, un tueur en série, il aurait du mal à tuer des gens parce qu'on a tous un téléphone portable, on appelle la police en 30 secondes. Là, dans ce film-là, ils peuvent pas appeler la police en 30 secondes. Puisque la police, il n'y a pas de moyen de les appeler. Ce qui fait que par exemple quand ils sont chez eux, ou dans un bâtiment où il y a un téléphone à portée, on sait qu'ils sont dans un endroit où ils seront plus en sécurité que par exemple le personnage de Heather au début du film, qui se retrouve seul, sans téléphone, avec un bâtiment en shutdown, donc tout qui est éteint, et du coup elle se fait tuer, pourquoi? Parce qu'elle peut pas appeler à l'aide. Et quand elle appelle à l'aide, elle doit se taper un autre magasin, donc se mettre en danger.
ça c'est intéressant, c'est pour ce côté-là que c'est intéressant d'avoir les années 90. C'est que du coup, comme il n'y a pas de téléphone sur eux, en fait, comme ils n'ont pas de téléphone portable, ils sont obligés d'aller se taper à un endroit bien précis pour aller chercher un téléphone, ce qui fait qu'ils peuvent se mettre en danger. C'est d'ailleurs pour ça que le personnage de Heather meurt. Et j'étais un peu triste de voir ce personnage mourir parce que c'est Maya Hawke et que j'aime bien cette actrice. Voilà. C'est celle qui joue Robin dans Stranger Things. Du coup, j'étais là genre, oh, mais ils ont tué Robin, fait chier. J'aimais bien le perso, c'est dommage. Et d'ailleurs, concrètement, c'est le rassemblement des personnages de Stranger Things dans cette saga. Parce que dans le film d'après, il y a Sadie Sink qui joue Max. Donc voilà. En soi, c'était cool. Enfin, c'était franchement cool. À part ce que j'ai dit comme problème, donc le côté un petit peu, encore une fois, histoire qui va un peu trop vite. Franchement, c'était cool. Et pour le coup, c'est pas un film gore pour dire d'être gore. Je veux dire, genre, c'est assez clean comme film d'horreur. Enfin, après, c'est pas vraiment un film qui va vous faire peur. Hein. Après, c'est des films pour les adolescents. C'est pas des gros films d'horreur, ok, c'est pas Sinister. Mais c'est pas un film non plus qui va être une effusion de sang. Dans le sens où il n'y a qu'une seule mort qui est vraiment sanglante. Pour dire d'être sanglante, c'est quand tu vas avoir Kate qui va se faire passer à la machine à couper le pain, là, la trancheuse. T'as le gros monsieur avec son sac sur la tête qui va... Ah non, que je raconte, c'est le mec avec son masque de crâne qui va la faire passer dans une trancheuse à pain. Ce qui fait que oui, bah, du coup, elle va avoir la gueule toute tranchée, ça paraît logique. Mais sinon, bah, le reste des morts, c'est une hache dans la tronche. Donc oui, c'est normal qu'il y ait du sang qui gicle. Un petit couteau dans la mâchoire. Donc le personnage s'effondre d'un coup au sol. Mais c'est pas trop... genre on n'est pas sur un saut, on n'est pas sur un film qui va foutre du sang pour dire de dire du sang. C'est pas un destination finale, quoi. C'est assez clean. Et en soi, c'est un peu juste logique. Ils vont pas commencer à pisser des hectolitres de sang en crevant juste pour dire de crever. Et d'ailleurs, on réutilise un détail qui est aussi dans Destination Finale, c'est le fait, et dans Countdown, donc le film dont j'ai parlé aujourd'hui, c'est le fait de mourir pour ne pas mourir. C'est un truc qui arrive dans beaucoup de films d'horreur, j'ai l'impression. C'est genre, si je meurs d'une autre manière que ce que le veut le film, enfin la créature plutôt, mon personnage ne mourra pas. Ça, c'est utilisé dans ce film-là, par exemple, quand t'as le personnage qui va ne pas mourir parce qu'elle s'est noyée avant ça. Sauf que, bon, dans beaucoup de films, c'est ainsi, bien évidemment, au final, la malédiction n'est pas brisée. Sauf que là, c'est un petit peu différent parce que comme les 3 films ont été filmés en même temps, enfin en même temps, plus ou moins en même temps, la fin du film, c'est tout simplement le teasing du fait que, bah oui, on va nous expliquer comment régler ce problème. C'est pas genre une suite à fin ouverte, c'est un petit peu un cliffhanger. C'est une fin, to be continued, tout simplement, c'est littéralement marqué. Donc on sait que ça va continuer, et comme on sait que ça va continuer, c'est pas spécialement dérangeant, c'est genre, on doit pas attendre 3 ans pour la suite elle est déjà là quand tu regardes le film. Donc voilà. En soi, pour résumer mon avis, c'était vraiment cool, voilà, honnêtement c'était un bon petit film que j'ai bien aimé, et j'ai beaucoup aimé le fait qu'on ait Creep de Radiohead dans le film. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter, et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.